Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que le 7 et 8 septembre, nous serons sur Toulouse avec Maxime pour la TubeCon. Vous trouverez les liens de l'événement dans la description. Bref, passons aux questions de la semaine et on va démarrer en parlant de SpaceX. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la différence de mission entre le Starhopper et le Starship Mk1 et Mk2 ? Bonjour Tanguy, vous avez dû être nombreux à observer le saut de la cocotte minute volante. En bouclant un vol à 150 mètres d'altitude, le démonstrateur Starhopper de SpaceX a enfin rempli sa mission. Il a prouvé que le moteur Raptor est capable de supporter des phases de décollage et d'atterrissage. Il peut moduler sa poussée et orienter sa tuyère pour effectuer le genre de manœuvre qu'on a pu voir pendant le vol de mardi dernier. Ce démonstrateur n'ira pas plus haut. Il servait à tester le comportement et les fonctionnalités d'un Raptor à basse vitesse et près du sol. Pour la suite des opérations, on va regarder du côté du Starship Mk1, qui est encore en cours d'assemblage dans le sud du Texas. Ce dernier va recevoir 3 moteurs Raptor, ce qui devra lui permettre d'aller beaucoup plus haut. Cela signifie aussi qu'il sera exposé à plus de contraintes. SpaceX va commencer à pouvoir étudier le comportement aérodynamique du Starship lors des phases supersoniques ou sa résistance face à la chaleur. Dans un tweet récent, Elon Musk a indiqué que le Starship Mk1 devrait entreprendre une tentative de vol à 20 km d'altitude en octobre. En cas de succès, une tentative de vol orbital pourrait suivre assez rapidement. Malgré le succès du Starhopper, le moteur Raptor continue à être modifié en permanence. SpaceX en est maintenant à la 10e itération du design, le SN10. Le dirigeant de l'entreprise estime que SpaceX a encore besoin de 2 ou 3 mois de travail avant d'arriver à un moteur à capacité orbitale. On sait aussi dorénavant que la présentation du système Starship plus Super Heavy aura lieu le 28 septembre. Il s'agit d'une date importante pour l'entreprise. C'est le 28 septembre 2008 qu'une fusée Falcon 1 a pour la première fois atteint l'orbite. Bref, cette fin d'année s'annonce diablement excitante sur le front du Starship, et on ne manquera pas de couvrir ses actualités dans DNDE. On enchaîne avec la question de Régent sur LightSail 2. L'organisation américaine Planetary Society a annoncé mercredi le succès de l'opération de sa voile solaire. Déjà en orbite autour de la Terre, LightSail 2 est parvenu à élever son altitude grâce à la pression des radiations solaires. Bonjour Régent, on avait rapidement parlé de LightSail 2 lors de notre dossier sur les voiles solaires. Maintenant qu'elle a été déployée, on va prendre le temps de revenir plus en détail sur cette mission. LightSail 2 est un petit CubeSat développé par la Planetary Society. Il a été lancé le 25 juin par une Falcon Heavy de SpaceX. Son but est de démontrer qu'on peut réaliser des manœuvres en orbite à la seule force du vent solaire. Le 23 juillet, le petit satellite est parvenu à déployer une voile en millard de 32 mètres carrés à l'aide de 4 mâts télescopiques. Il a procédé avec succès à des manœuvres pour modifier son orbite au cours du mois suivant. Le but était d'augmenter son apogée sans dépenser une goutte de carburant. Pour y parvenir, le vaisseau a changé de position à chaque demi-orbite. Au plus proche du Soleil, il expose sa voile de front et engrange une toute petite accélération grâce à la pression du rayonnement du Soleil. Arrivé de l'autre côté de la Terre, la voile pivote de 90 degrés et le vaisseau finit son orbite avec une exposition minimale à cette même pression de rayonnement. En répétant l'opération des centaines de fois, LightSail 2 est parvenu à modifier son orbite de 2 km environ. C'est pas grand chose, mais il faut se rappeler que ces manœuvres se font sans aucun moteur. Il s'agit essentiellement d'une démonstration technique. Avec ce succès, les voiles solaires intéresseront peut-être de nouveaux acteurs pour le maintien à poste des satellites. Il n'est pas possible de réaliser toutes les manœuvres imaginables grâce à elles, mais le fait de ne pas devoir dépenser d'ergol reste un argument très séduisant. LightSail 2 de son côté va rentrer dans l'atmosphère d'ici 1 an. Pour la prochaine question, on a pris celle de Seekfire et on va parler d'un avion un peu particulier. Peux-tu parler de Sophia, l'avion télescope ? Bonjour Seekfire. Lorsqu'on fait des observations astronomiques, il faut composer avec l'atmosphère terrestre. Cette dernière perturbe les fronts d'ondes lumineux et absorbe une partie du spectre électromagnétique, surtout dans l'infrarouge.
On peut faire le choix de s'en affranchir en plaçant un observatoire dans l'espace, ou on peut essayer de minimiser ses effets à l'aide de systèmes d'optique adaptative. La NASA et le DLR, le centre spatial allemand, ont fait le choix d'une solution intermédiaire en mettant au point SOFIA. Il s'agit d'un télescope muni d'un miroir primaire un peu plus grand que celui de Hubble. La subtilité, c'est qu'il est placé dans la carlingue d'un Boeing 747 et qu'il opère alors que l'avion vole à 12 km d'altitude. À cette hauteur, l'observatoire évolue au-delà des plus grandes masses de vapeur d'eau présentes dans l'atmosphère, ce qui lui permet de récupérer une grande partie du spectre infrarouge. Faire des observations astronomiques alors qu'on vole au milieu de turbulences atmosphériques présente son lot de défis. Pour y répondre, l'observatoire est muni d'un ensemble de gyroscopes, d'amortisseurs et de roulements qui permettent de rester fixé sur sa cible. Dans cette configuration, l'avion télescope a déjà pu réaliser un certain nombre d'observations remarquables. Des formations d'étoiles, les conséquences immédiates d'une supernova, ou encore des traces d'hydrure d'hélium, la toute première molécule à s'être jamais formée dans l'univers. La NASA souhaite maintenant rendre SOFIA encore plus productif. Il s'agit de faire voler l'avion plus souvent et de passer plus de temps dans les très hautes altitudes. Il est à noter qu'il ne s'agit pas du premier projet de ce type. Dans les années 70, la NASA avait déjà modifié un Lockheed C-141 pour accueillir un télescope au miroir de 90 cm. L'avion est resté en service pendant 20 ans, et on peut probablement en attendre tout autant de SOFIA. Cela place le 747 à un peu plus de la moitié de sa vie. On part sur Mars maintenant avec la question de 76 Eliam. Tu as oublié de parler de Marsha qui expérimente déjà l'impression 3D d'habitat avec du régolithe martien simulé. Bonjour 76 Eliam. En effet, les travaux de iSpace Factory sont très intéressants concernant l'impression de bâtiments depuis la surface martienne. Ils ont été récompensés d'un prix de 500 000 $ par l'agence spatiale américaine après avoir créé un modèle à l'échelle 1/3 en moins de 30 heures. Leur habitat a pu être imprimé grâce à un matériau fabricable depuis la surface de la planète rouge. Il s'agit d'un mélange de fibres de basalte à extraire des roches martiennes et de bioplastique qui seraient issus de plantes cultivées localement. Le résultat est un matériau résistant, isolant sur le plan des températures et des radiations. Une fenêtre et une coupole ont aussi été intégrées au design. Marsha présente l'avantage de pouvoir être entièrement assemblé à partir d'un bras robotisé qui peut prendre place sur un rover. L'habitat est très fin et haut pour éviter au rover de se déplacer et ainsi limiter les risques de panne et les pertes de temps. Cette forme permet aussi de s'adapter aux contraintes de la planète rouge. Il est plus facile de construire des bâtiments de grande hauteur grâce à la gravité réduite de notre voisine. Le puits de lumière central est pensé pour aider les humains à se sentir moins enfermés. L'habitat présente une structure en double coque pour améliorer son isolation thermique. 4 niveaux doivent permettre aux habitants de vivre et de travailler de manière efficace. Les illustrations de iSpace Factory montrent un visage très optimiste de la colonisation martienne. Même si leur solution est plutôt intelligente, il y a fort à parier que les premiers occupants d'une base martienne ne nageront pas dans un tel luxe. On va terminer cet épisode avec une question de Mohamed Achour. Comment fait-on pour mesurer la masse d'un astre ? Bonjour Mohamed. La mesure des masses constitue un des grands défis de l'astronomie. Il existe de très nombreuses méthodes pour évaluer la masse d'un astre. Elles varient en fonction de l'astre observé et ne sont pas toutes aussi précises les unes que les autres. Pour des exoplanètes, on peut se baser sur la méthode des vitesses radiales par exemple, ce qui permet une estimation grossière qu'on peut affiner en déterminant au mieux les paramètres orbitaux de la planète observée. Pour des étoiles, le plus simple est de se pencher sur un système double. 2 étoiles qui orbitent un centre de gravité commun révèlent assez facilement leurs paramètres orbitaux, et donc leur masse. On a aussi maintenant une bonne compréhension de l'évolution stellaire des différents types d'étoiles, ce qui nous permet de contraindre leur masse de manière plutôt efficace rien qu'en mesurant leur luminosité et leur température de surface. Plus récemment, on a commencé à utiliser les effets de lentilles gravitationnelles pour mesurer la masse d'objets de tailles très diverses, allant de la naine blanche à l'amas de galaxies. Ce sont des techniques qui demandent encore de la recherche, mais qui sont très prometteuses.
Le cas des trous noirs est particulièrement intéressant puisqu'ils ne sont pas observables directement. On cite souvent le chiffre de 4 millions de masses solaires pour Sagittarius à étoile, le trou noir central de la Voie lactée. Cette estimation a été faite en observant l'orbite d'étoiles qui évolue au plus près du trou noir. Bref, lorsqu'on évoque la masse d'objets très lointains, il faut bien se rappeler qu'il s'agit le plus souvent d'estimations grossières, effectuées avec le peu d'informations qu'on a sur ces objets. Elles sont parfois dramatiquement corrigées par les travaux ultérieurs. Voilà, cet espace commentaire est déjà terminé, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.